13h40, soit 10 minutes accusés de retard. Vous tiendrez ou vous daignerez nous excuser pour cela. 13h40, donc à Sioux, dans la préfecture de Doufelgou, même heure à Détikopé, dans la commune d'Agonivé 6 et à Pandio, dans celle de Soutbois 1. C'est l'heure qui marque le début de la messe ce dimanche 3 juillet 2022 au regard de l'actualité nationale et internationale telle que vue et commentée par nos différentes rédactions. L'évangile du jour s'articule autour de 5 chapitres, à savoir l'adhésion du Togo au Commonwealth, le renforcement de la décentralisation à laquelle s'active le ministère de l'administration territoriale et la sécurité routière qui devient encore très préoccupante avec le drame survenu le mardi dernier entre Wahala et Gléi, et puis la contribution de la Banque mondiale à la croissance économique du Togo. Et s'il y a le temps, nous irons à Détikopé pour voir comment se porte la plateforme industrielle qui aura un an le 6 juillet prochain. Tout ça avec deux confrères de la presse écrite en des personnes de Abbas Issaka à gauche. Il est le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maglar Kenvi ou Teko Kenvi, c'est selon. Bonjour Maglar. Bonjour à toi Eric, bonjour aux confrères et doyens Abbas et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision deuxième. Je vous imagine tous en forme par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Bien entendu, Dieu nous fait grâce et on est là pour dire la messe. Et vos différentes rédactions vont-elles bien? Ça va bien. Merci, et merci pour tout ce que vous faites pour informer les Togolais au quotidien. Les serviteurs de cette messe sont Ibrahim Machi au cadrage et puis Quentin Bidola à la mise en orbite. Moi, je suis Eric Tarandé, le prince héritier de la BINA. Depuis le 25 juin dernier, le Togo a donc changé le champ de son... a élargi, bien sûr, le champ de son cercle diplomatique en intégrant le Commonwealth. Le pays des Nat Benz et de Fort Gnassingbé qui frappait à la porte de cette organisation. Et enfin, l'annonce a été faite le 25 juin 2022 à Kigali, au Rwanda, à l'issue du 26e sommet de l'organisation, puis relayé par aussi bien les réseaux sociaux que par la presse écrite. Voici les échos de la presse à travers cette revue que je vous présente en live. Enfin, le Commonwealth annonce nouvelle opinion qui précise que le Togo fait désormais partie des pays membres de cette organisation depuis le 25 juin dernier. Selon l'honorable Jerry Tama, les images, merci, qui se réjouit de cette nouvelle et citée par Chronique de la semaine, c'est une plus grande ouverture que ce soit sur les questions diplomatiques, économiques, Yahoo, Youpi. Enfin, le Togo est dans le Commonwealth. Je suis trop content, Togolais, réjouissez-vous. Nous allons tous parler l'anglais Commonwealth. Alors, maintenant, quel est l'avantage? Les aliments seront donc moins chers et on pourra manger 3 fois par jour. Caricaturement, l'intelligent qui se demande si c'est par conviction ou par nécessité que le Togo adhère au Commonwealth. Le tonnerre y voit des opportunités et des défis à relever.
c'est dans le leadership, c'est sous le leadership de Faure Gnassingbé que le Togo adhère au Commonwealth, souligne Ouattara le vainqueur, qui précise que les avantages pour le Togo d'adhérer à cette organisation, le Togo l'a fait, de même que le Gabon, et deviennent les dernières nations sans lien historique avec le Royaume-Uni à entrer dans le club anglophone. Adhésion au Commonwealth de la dictature pure et due à une dictature à visage humain, écrit le changement qui voit le Togo désormais dans la cour de la reine Elisabeth II. Selon Focus Info, qui fait un peu l'historique de l'organisation, le Commonwealth est une organisation internationale composée majoritairement d'anciennes colonies britanniques. C'est après 8 ans de chemin que le Togo adhère officiellement au Commonwealth, inscrivant donc son nom dans les annales diplomatiques du Togo. Martel Flambeau des démocrates, qui ajoute que c'est pour attirer plus d'investisseurs que Faure Gnassingbé fait intégrer son pays au Commonwealth. Le messager va plus loin et dit qu'au-delà de l'enthousiasme, c'est un défi pour le Togo. Idem dans la dépêche qui parle des enjeux et défis. Commonwealth, quel intérêt pour le Togo, se demande le libéral, qui répond à sa propre question en présentant les multiples avantages qui s'offrent au Togo. En effet, écrit le journal, cette adhésion, le pays de Faure Gnassingbé aura de nouvelles opportunités, à savoir dans de nombreux domaines comme l'économie, la géopolitique, l'éducation, pour ne citer que cela. Alors, on revient au plateau, retrouver Magloire Teko Kendi et puis Abbas Issaka pour les analyses. Alors, chers confrères, invités ici présents, Commonwealth, qu'est-ce que le commun des mortels peut entendre par là? Abbas, qu'est-ce que c'est le Commonwealth? En fait, le Commonwealth, c'est une organisation constituée des anciennes colonies anglaises. On ne peut dire que ça essentiellement, c'est ça. Le premier pays qui avait adhéré à ça, c'est le Mozambique, qui était une colonie portugaise. Donc, ce qui veut dire que le Commonwealth a commencé par s'ouvrir à beaucoup de pays. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Togo a entrepris la démarche. Ça n'a pas été facile parce que c'est depuis 2014 que le Togo a commencé par faire la cour au Commonwealth. Oui. Et ça a continué jusqu'à au dernier moment. On nous a même dit que ça va passer. Et finalement, l'Assemblée nationale a pu autoriser l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Donc, on attend ici l'Assemblée nationale. Une démarche de l'Assemblée nationale. Puisqu'il faudrait que l'Assemblée nationale autorise le Togo à y adhérer. Sinon, ça devait passer par un référendum. Comme ça n'a pas été le cas, l'Assemblée nationale a autorisé. Et le Togo, finalement, avec les démarches, a pu arriver le 25 juin dernier avec le Gabon à intégrer. Le Togo est donc le 56e pays à adhérer à ce regroupement des pays anglophones qui devient maintenant une organisation mondiale ouverte à tout le monde, puisque les Anglais disent que nous allons aussi diversifier nos mouvements. Donc, aujourd'hui, le Togo a décidé également de diversifier ses partenariats. Et la diplomatie agissante du Togo a fait qu'on a pu atteindre là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y a au plan diplomatique, au plan économique et au plan socio-culturel également, que le Togo va bénéficier de beaucoup de choses. Puisque le Togo va s'adresser désormais à plus de 2,5 milliards de consommateurs. Ça fait que c'est une bonne chose que nous félicitons parce qu'on a reçu les
félicitations des responsables des autorités de ce pays. Marlène, votre journal a consacré un large dossier là-dessus. Quel est selon vous l'avantage pour un pays comme le Togo d'appartenir à cette organisation comme le Commonwealth? Alors, je dirais tout simplement que le doyen Abbas a pratiquement tout dit pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'organisation en soi. Maintenant que l'adhésion du Togo a été actée depuis le 25 juin dernier, on ne peut que parler de l'intérêt ou de la pertinence de cette adhésion-là pour le commun des mortels au Togo ici. Et justement, parlons-en. Comme nous l'avons titré d'ailleurs, il s'agissait beaucoup plus d'attirer plus d'investisseurs vers le Togo, parce que vous savez, au début de ce processus, je dirais en 2014, il y a beaucoup de choses qui se disaient. Plusieurs pensaient qu'en adhérant au Commonwealth, le Togo va se retirer de la francophonie, ou alors le Togo va remplacer le français par l'anglais. Non, il n'en est rien de cela. Mais plutôt, il y a beaucoup plus question pour le Togo, n'est-ce pas, d'élargir son champ diplomatique, d'étendre son réseau diplomatique, ce qui est fait, ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour un pays qui se veut ambitieux. Et c'est également dans la droite ligne, n'est-ce pas, de la politique on va dire diplomatique du Togo depuis quelques temps. On le constate que le Togo est bien présent beaucoup plus sur le plan diplomatique, mais encore plus sur le plan développement. Alors, depuis quelques temps, on le sait en tant que journaliste, en tant que Togolais, que l'exécutif a mis en branle, on va dire, une vaste politique de développement. On parlait hier beaucoup plus du PND, mais depuis quelques temps, on parle beaucoup plus de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, mais de façon fondamentale, on dira que c'est le même contenu du PND qui se retrouve dans la feuille de route gouvernementale. Le reste n'est qu'une question de terminologie. Alors, quand on prend la feuille de route en soi, elle est composée de plusieurs projets structurants et dont l'objectif final, n'est-ce pas, est d'agir sur les leviers qu'il faut pour faire du Togo un véritable hub logistique, un pays où ça sent bon vivre, un pays d'émergence, un pays c'est vrai, c'est peut-être prétentieux de dire pays émergent du coup, mais un pays en voie de développement qui aspire véritablement à l'émergence. Alors, quand on a une ambition comme cela, il faut poser les jalons. Et je crois que l'adhésion du Togo s'inscrit justement dans cette dynamique-là, qui, pour nos téléspectateurs, il faut le dire que l'avantage ou ce qui est intéressant au niveau du Commonwealth, c'est que au-delà, n'est-ce pas, de cet outil politique qu'est le Commonwealth, qui, on va le dire, qui peut-être pour appuyer le doyen est un héritage, on va dire, politique de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, a en son sein plusieurs fonds que l'organisation met à disposition de ses États membres, surtout les États en voie de développement qui donc aspirent à accélérer leur croissance économique. Alors quand on met tout ça dans une seule balance, on se rend compte que c'est presque le squelette ou le prototype dressé du Togo, qui d'abord est un pays en voie de développement, est un pays qui aspire au développement, à l'émergence, est un pays qui également depuis un certain moment travaille, n'est-ce pas, à accélérer sa croissance économique. Alors, c'est pour cela que plusieurs observateurs estiment véritablement que cette adhésion est véritablement un pain béni pour le Togo, surtout lorsqu'on sait que, entre autres fonds, on a ce qu'on appelle le fonds du Commonwealth pour la coopération stratégique, qui véritablement est plus destiné à des pays qui ont le profil du Togo. Donc, véritablement, comme vous l'avez dit, c'est en cela qu'il faut ressortir aujourd'hui, peut-être au-delà de l'aspect culturel, où le Togo va peut-être renforcer la pratique de l'anglais dans le système éducatif. Beaucoup plus, c'est pour une visée économique, une visée qui a derrière la philosophie, n'est-ce pas, du développement. Oui, Abbas, le Togo à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth, et on peut se poser la question, et c'est d'ailleurs la question que se pose le citoyen togolais.
de savoir comment va se gérer ces relations avec les deux frères siamois que sont la francophonie et puis le Commonwealth. Il n'y aura pas de problème de gestion parce que on ne peut pas être là et être seulement avec un seul partenaire. Il faut diversifier le partenariat et c'est ce que le Togo est en train de faire. Le Commonwealth n'est pas la seule organisation à laquelle le Togo est affilié. Parce que le Togo a beaucoup de projets par rapport à son PND qu'il faut faire développer. Il faut soumettre des projets, il faut soumettre des demandes de partenariat et d'appui. Si on se cantonne seulement à la francophonie ou au pays français ou à l'Union européenne seulement, ça ne peut rien résoudre. Donc il faut aussi aller vers là où aussi on peut trouver des choses, parce que vous savez que le Togo va commencer par approcher les pays arabes pour avoir aussi de certains développements. Donc on ne peut pas se cantonner seulement avec la France ni la francophonie. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est de changer le système éducatif que nous avons ici. Et par rapport à cette adhésion, pour que l'anglais soit beaucoup plus, non seulement qu'on dit deuxième langue, mais qu'elle soit une langue vraiment qui aide les populations. Parce que quand vous prenez l'anglais, c'est la langue internationale. Vous arrivez dans tous les pays, c'est la langue anglaise qu'on parle. Quand vous arrivez, il y a des pays où on ne s'exprime pas en français. Et quand vous prenez souvent des dossiers d'offres, appels d'offres, ou appels à candidature internationaux, c'est à partir de l'anglais que ça se fait. C'est l'anglais sur l'anglais que les gens se posent. Donc quand toi tu soumets à cette appel d'offres, à candidature ou appel d'offres, et que tu ne comprends rien à ce qui se dit pour remplir le dossier, c'est que tu es perdu. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la PIA. Et dans la PIA, il y aura beaucoup d'entreprises anglaises, d'expressions anglaises qui vont s'installer. Les appels d'offres se feront en anglais pour venir s'installer. Donc si on ne change pas notre système éducatif et qu'on calque ça toujours sur le système français, on n'aurait rien fait en adhérant au Commonwealth. Donc il y a beaucoup d'atouts, surtout les atouts linguistiques. Il faut renforcer ça et permettre aux uns ou aux autres, aux Togolais, de bien bénéficier de ça, parce que ça ne doit pas s'arrêter rien seulement à la signature. Ça doit avoir une implication directe sur la population, parce que les gens se demandent, cette signature, on a cette adhésion, qu'est-ce que ça nous apporte? Ce qu'elle nous apporte, on va attendre de voir comment ça va s'être impliqué au sein de la population, pour que les gens sachent que aujourd'hui nous appartenons à des organisations qui nous sont bénéfiques. Donc on ne peut pas partir dans une organisation sans en tirer les avantages. Et s'il n'y a pas ça, je pense que quelqu'un a écrit là-bas que c'est par conviction ou bien c'est par nécessité. Donc il faudrait que ce ne soit pas seulement par conviction, mais par nécessité, pour que nous sachions que ce que le Togo a fait, au moins il y a des retombées sur les populations qui vont dire qu'effectivement le Togo a mené une bonne diplomatie qui nous aide à bien vivre, parce que les gens qui sont la population, les citoyens là-bas, ils se disent que moi je suis dans mon village là-bas, qu'est-ce que l'adhésion de Togo va m'apporter dans mon champ que je fais. Donc il faudrait que ça aussi, ça soit ressenti sur l'agriculture. Et surtout, maintenant c'est l'agriculture que tout le monde met en avant. Puisque il y a des problèmes, le rapport de la Banque mondiale a parlé de rehausser l'agriculture. Donc s'il faut rehausser l'agriculture, c'est dans ce sens-là, si on peut demander des partenaires au niveau des pays du Commonwealth, on pourrait les avoir et appuyer aussi la façon de faire notre agriculture. Très bien. Il y a eu beaucoup de commentaires et de contradictions autour de cette adhésion du Togo au Commonwealth. Vous étiez même à un plateau où vous aviez en face des contradicteurs. Bon, alors, toutes ces contradictions, cela veut dire en quelque sorte que tout le monde n'est pas au même diapason de la compréhension de l'utilité du Togo à l'adhésion au Commonwealth. Non, je crois que si contradiction il y en a, c'est beaucoup plus en termes pas de pertinence, on va dire, mais en termes de dynamisme, c'est-à-dire que le Togo, oui, aujourd'hui, c'est déjà acté que le Togo est membre, mais est-ce que
c'est juste pour se conformer ou exhiber cette adhésion comme un trophée de guerre et puis plus rien derrière. Je crois que c'est beaucoup plus là où d'autres observateurs estiment qu'il y a matière à débat. Sinon, l'adhésion en soi, je ne crois pas que ça puisse poser problème à un Togolais quelconque. Parce que comme nous le disons, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan économique, c'est quand même intéressant que le Togo s'ouvre à d'autres pays. Nous l'avons dit tantôt en début d'émission, quand on prend le Commonwealth par exemple, c'est quand même un marché assez vaste de plus de 2 milliards de consommateurs. Donc c'est intéressant pour le Togo qui entrevoit également étendre son marché. Le Togo qui a déjà initié une politique de promotion de produits locaux, et partant de là on arrivera peut-être à installer des produits typiquement locaux qu'on pourra transposer sur ce marché international. Alors tout ceci, je dis, c'est une bonne chose. Maintenant, l'autre aspect qu'il faille relever aujourd'hui, c'est que oui, on a dit Commonwealth, le Togo a adhéré, mais voyez-vous, il y a un autre défi à relever, c'est que une chose est d'être désormais membre, mais l'autre chose est de parvenir à respecter scrupuleusement les grands points de la charte de Commonwealth. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez la charte de cette organisation politique sous domination diplomatique, on dira que les points saillants, c'est la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Ça, je crois que l'institution mise assez fort sur ça. C'est vrai que on dira que si le Togo a déjà adhéré, c'est un pas franchi, mais le plus grand pas à franchir restera justement le respect de ces points saillants de cette charte-là. Parce que il n'y a pas de perfection sur cette terre. Du coup, je me dis oui, sur le plan de la bonne gouvernance et des droits de l'homme, le Togo fait des efforts, certes, mais il reste beaucoup à faire, parce que quand vous prenez plusieurs rapports, que ce soit nationaux ou rapports internationaux, on revient régulièrement sur, on va dire, cette carence-là qu'on dénote au niveau du Togo, surtout au niveau du respect des droits de l'homme, au niveau de la bonne gouvernance. Donc je crois que si nous-mêmes, nous voulons nous inscrire dans cet étang international qui est le Commonwealth, c'est que oui, on doit essayer de se comporter comme un bon élève, et c'est pour cela que je dis le plus grand défi à relever reste justement le respect des grands points ou des valeurs, on va dire, que promet donc le Commonwealth. Et je sais que d'ici là, on essaiera de faire de notre mieux. Déjà, je crois que lors du dernier passage du Togo devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, on a relevé certes des progrès, mais également beaucoup de reproches ont été faits au gouvernement togolais. Ils étaient encore il y a quelques jours, sinon la semaine écoulée, devant le même comité des droits de l'homme. Le Togo a fait, en tout cas a actualisé ou a présenté le tableau actuel des droits de l'homme tel qu'il est, tenant compte justement des recommandations de ce comité. Je crois que c'est déjà des pas de franchis. Avec le temps, on parviendra véritablement à relever le défi, et ça, c'est le grand défi qu'il faille relever. Et à la fin, je crois qu'on s'estimera heureux, que ce soit au niveau des gouvernants, au niveau des journalistes que nous sommes, ou dans l'ensemble, au niveau des populations, on s'estimera heureux, n'est-ce pas, de brandir cela comme une fierté togolaise lorsque on franchira les frontières togolaises pour aller dans d'autres pays, quand on se dira oui, on vient du Togo, qu'on ait ce respect-là venant d'autres concitoyens du continent africain. Très bien. Voilà. Nous ne pouvons alors que souhaiter bon vent, comme on le dit souvent au Togo, dans cette grande organisation, et que les jours à venir nous apportent le concret et puis les bénéfices de cette appartenance à cette organisation.
On dit trop de sel, trop de viande ne gâte pas la sauce. Trop de partenariat ne gâte pas de partenariat. Au contraire, ça ne peut que multiplier ou diversifier les chances de chacun. Alors, on va au deuxième chapitre. Là, on va parler de la démocratie. La démocratie est toujours en vogue au Togo. Depuis quelques années, le gouvernement togolais, sous l'égide et le guide bien-aimé du président Faure Gnassingbé, a mis le moteur de la décentralisation en marche. Après les communales, eh bien, le cap est mis sur les régionales et depuis quelques mois, les préparatifs vont bon train. Mais au lieu de s'en réjouir et d'encourager, Maglar Teko, votre journal Flambeau des démocrates trouve que cette décentralisation est mal comprise jusqu'ici par les Togolais. Pourquoi ce pessimisme? Non, ce n'est pas un pessimisme, mais c'est juste un constat. Un constat que nous avons fait justement depuis 2019 où les Togolais ont donc choisi leurs conseillers municipaux. Après 2 années de parcours, on se rend compte que l'apprentissage prend plus de temps. Quand on jette un regard un peu rétrospectif sur le management même des 117 communes, nous avons eu écho de plusieurs problèmes, plusieurs difficultés liées, n'est-ce pas, d'abord à la gestion des affaires, liées à la gestion des hommes, liées à un certain nombre de situations où à la fin on se dit est-ce que véritablement même les acteurs, les premiers comprennent véritablement la philosophie de la communalisation. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'il s'agissait de faire les comptes annuels, on s'est rendu également compte qu'il y a plusieurs conseillers municipaux qui confondent véritablement ce qu'on appelle le déficit budgétaire à un détournement de fonds. Et quand c'est un conseiller municipal qui fait cet amalgame, malgré toutes les formations qu'on a eu à leur faire en début de processus, on se dit ce n'est pas bon signe. Après ça, il y a eu, n'est-ce pas, ces tirs à distance entre plusieurs, on va dire, maires sur la gestion même de leur ressort territorial, la gestion de leurs frontières territoriales. On a eu le cas, par exemple, entre Golfe 5 et Golfe 4, entre le maire Aboka et le maire Jean-Pierre Favre. Et après ça, il y a eu le même quiproquo entre la commune Golfe 5 et la commune Agoué 3, si je ne me trompe pas. Et après, il y a eu l'autre épisode de ce long feuilleton qui est donc on va dire ce ping-pong qui a démarré depuis un moment entre le maire Jean-Pierre Favre et le ministre de l'administration territoriale, justement sur l'adressage des rues de Lomé. Alors, le ministre a fait le maire Jean-Pierre Favre et l'ensemble de ses conseillers municipaux ont estimé que c'est de leur droit, conformément, n'est-ce pas, à la loi qui régit la décentralisation jusqu'à la dernière retouche opérée par l'Assemblée nationale, c'est de leur ressort, n'est-ce pas, d'adresser les rues, de baptiser les rues. De baptiser les rues. Le maire et enfin le ministre qui est le responsable de tutelle dit non, désolé, soit vous n'avez pas compris l'esprit de la loi, soit vous n'avez rien compris du tout. Et quelques jours après, on en était là quand, réunis encore en conseil municipal, les autorités qui conduisent la commune de Golfe 4 ont récidivé avec d'autres rues en voie d'adressage. Alors, ça voudra dire que d'un côté ou de l'autre côté, chacun campe sur sa position. Or, les deux ne parlent pas le même langage. Or, ça ne devrait pas être ainsi. Et parallèlement à ça, il y a également un autre problème qui se pose au niveau de la commune Golfe 3 où un conseiller municipal aussi
demande expressement au maire d'inscrire à l'ordre du jour sa destitution. Et comme élément mis sur la table, le maire, comme je le disais tantôt, le conseil municipal estimait que non, on ne pouvait pas avoir un déficit budgétaire du montant tel qu'évoqué par le dernier rapport sur la gestion des activités, surtout le côté finance. Alors, nous disons que tout ceci mis ensemble, ça ressemble un peu à une salade russe, où ça nous amène véritablement à dire que après 2 ans de processus, tout semble nous dire véritablement que la décentralisation, elle est mal comprise à l'heure où nous sommes. Et nous avons justement, comme si on était des devins, le même jeudi, puisque nous avons parlé jeudi, le ministre Payadoa Boupessi s'est retrouvé devant les députés le jour-là pour retoucher, n'est-ce pas, la loi en question, la loi sur la décentralisation. Et à la fin, il disait dans son discours qu'avec cette nouvelle réforme, il a la ferme conviction que les Togolais et les acteurs qui conduisent actuellement le processus, voulant parler justement des maires et des autres conseillers municipaux, pourront véritablement bien comprendre ce processus de décentralisation. Alors, nous disons que tout ceci nous donnait véritablement raison lorsqu'on a titré que la décentralisation est mal comprise au Togo. Abbas, devant tout ce feuilleton, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à la décentralisation? Allons-nous dire que le Togo doit encore se mettre à l'école de la décentralisation? Non, le Togo est déjà à l'école de la décentralisation parce que ça fait des années qu'on a pu parler des élections municipales. Et c'est depuis 1988 qu'on a pu parler de ça. Et jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où en 2019, on nous dit qu'il faut aller à la décentralisation et permettre aux communes de se développer elles-mêmes. Et on a vu que c'était très intéressant. Au départ, nous avons dit qu'il ne faudrait pas que ça soit, comme on le dit, la démocratie arrivée, on dit la démocratie mal comprise. La démocratie mal comprise, c'est ça qui nous amène jusqu'à ce jour. On nous dit que tel a fait ceci, tel a fait cela. Aujourd'hui, c'est la même chose, qu'il fallait bien former les gens avant d'aller à cette décentralisation. Aujourd'hui, les faits sont en train de donner raison. Pour dire que les gens ne comprennent pas exactement. Il y a des conseillers municipaux qui sont élus, qui ne lisent même pas la loi sur la décentralisation. La loi sur la... Ils ne lisent pas. Sinon, il n'y aurait pas ce qui procure là. Et comment gérer la commune, il y a certains qui ne le savent pas. Qui est administrateur principal envoyé par l'État et comment il collabore avec la mairie. Donc il y a tout ça là qui est rentré comme c'est devenu du désordre. On ne sait pas qui donne qui ordonnance les dépenses, qui fait ceci, qui fait cela. Donc aujourd'hui, tel qu'on l'a commencé 2019, pour moi, la première mandature de ces communes-là, c'est une mandature expérimentale, une mandature pilote qu'on va prendre pour suivre l'évolution de comment les choses se passent. Et même les maires disent ça que c'est une mandature d'expérience. Après des années, même ceux-là qui sont actuellement dans les communes, il y a certains qui n'étaient pas nés en ce moment-là. Et ça a commencé, il faudrait qu'on suive ça comme ça, avec les difficultés que nous avons rencontrées. On doit le faire. Et en s'inspirant de cette difficulté, on va améliorer. Et c'est ce que moi je suis en train de penser par rapport à ça. D'ici 2025, c'est 26 ou 26. C'est 26, hein? C'est le mandat fini? Je crois. 2026. Ça finit en 2026, je crois. Ils ont pris fonction en 2019. C'est pour 6 ans. C'est pour 6 ans. Là, c'est 2019, ils ont commencé. Oui, mais je pense que quand ils ont pris fonction, la loi n'est pas le temps pas rétroactif, ils vont faire 5 ans. Et après, ça continue. Donc, jusque-là, le premier mandat de ces conseils municipaux doit être considéré comme des mandats pour mettre les réglages un peu partout et permettre de se lancer effectivement. Ça constitue une école pour eux. C'est une formation pour eux.
Et la prochaine fois, quand ils vont revenir, certains vont revenir ou certains ne reviendront pas. Nous saurons comment faire les difficultés que nous avons traversées. Voilà ça. Ces difficultés-là, il faudrait qu'on puisse aussi les éviter. Et par rapport au vote à la modification même de la loi sur la décentralisation, c'était la dernière fois. Ce sont ces genres de choses, parce que c'est pour dire limiter la gestion entre l'État, les compétences de l'État et les compétences de la communauté. Des élus locaux. Qui est-ce qui a habilité à faire ceci? Où est-ce que l'État peut intervenir? C'est ça qui a posé le problème d'adressage des rues entre le maire Golf 4 et le ministère, parce qu'il y a la loi effectivement qui donne le droit à la mairie Golf 4 d'adresser les rues, de donner les rues. Mais il faut attendre d'abord les décrets d'application. Une loi est là qui les autorise à faire, mais s'il n'y a pas un décret d'application, il ne veut pas le faire. Et c'est ce que le ministre a tenté de faire comprendre à la mairie, et ils le comprennent, disent qu'ils ont le droit selon la loi. Or, c'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait, la démocratie c'est difficile. La démocratie c'est la dictature de la loi. C'est que la loi vous dit, vous devez faire ça. Mais il y a aussi certaines conditions pour le faire. C'est l'application, et c'est ce qui a amené maintenant le ministre a encore introduit un projet au niveau de l'Assemblée nationale qui a été voté pour délimiter la compétence des uns et des autres, puisque aujourd'hui, à l'Union, on parle de district autonome qui va être mis en place également, et c'est ce district autonome qui va se charger de la dénomination des rues. Or, quand vous allez à l'intérieur dans les autres communes, il n'y a pas ce problème-là. Parce que à l'ONU, ici, dans le droit de l'ONU, on a mis en place des districts autonomes qui doivent gérer tout. Et c'est dans ces cafouillages-là que nous allons organiser également les élections. Justement, vous avez embrayé sur ma question. Est-ce à dire, Magla, que les régionales qui s'annoncent pour 2023 et dont les préparatifs ont démarré avec le renouvellement des membres de la CENI et la formation de ces derniers seront les malvenus? Honnêtement, je crois qu'on avait même fait ce débat ici entre-temps. Moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il n'y a pas urgence pour les régionales. Il n'y a véritablement pas urgence. Tantôt, on parlait des difficultés des quiproquos au niveau des communales. On n'a pas encore réussi à maîtriser. Je le dis et je pèse bien mes mots. Même l'autorité est en difficulté dans la gestion, n'est-ce pas, de la décentralisation, ne serait-ce que pour le cas des communales. Parce que je vais en venir tout à l'heure par rapport à la brèche ouverte par le doyen Abbas, parlant de l'adressage des rues. Mais je dis, du moment où, que ce soit au niveau de l'autorité, que ce soit au niveau des acteurs premiers que sont les conseillers municipaux, on n'arrive pas à maîtriser véritablement le projet. J'ai aimé quand le doyen dit que pour lui, la première mandature doit être une école d'expérimentation, mais j'ai aimé. Alors si tant est qu'on doit forcément faire de cette première mandature une école d'expérimentation, alors attendons pour que cette aventure expérimentale puisse prendre fin, qu'on fasse le diagnostic sérieux de ce processus-là, que ce soit 5 ans ou 6 ans, qu'on s'assoie autour d'une table, faire un bon diagnostic de ce qui a été fait, faire une analyse, on va dire, holistique de la chose, ressortir les forces, les faiblesses, et faire des propositions, des recommandations, n'est-ce pas, dans la projection des régionales. Comme ça, je crois que ce serait plus méthodique, scientifique, est plus avantageux lorsqu'on aura fait cet exercice en amont pour les communales. Lorsqu'on entamera les régionales, je crois que les problèmes seront moindres. C'est vrai qu'on n'aura pas un processus très clean, mais je crois qu'on aura à résoudre la majorité des problèmes au niveau des communales lorsqu'on aura à faire ce qu'il faut faire véritablement
Comme ça, l'étape des régionales sera véritablement plus fluide. Mais si on veut faire du faux fuyant parce que s'il y a d'aucuns qui parlent d'agenda républicain, mais moi je continue par croire qu'il n'y a pas d'urgence. Honnêtement, il n'y a pas d'urgence. Si on n'organise pas les régionales, mais ça gâte quoi, n'est-ce pas, dans le processus démocratique. C'est vrai qu'on a prévu, c'est une question d'échelle, c'est des étapes, mais le mieux, c'est de mieux partir. On le dit souvent chez nous, il ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. Il faut partir à point. Moi, j'estime que, vu les problèmes qu'on a eu à recenser, l'essentiel aujourd'hui, c'est de partir à point. Ce n'est pas de courir au risque de s'essouffler en pleine course et ne pas finalement arriver à destination. Maintenant, parlant, j'évoquais tantôt la difficulté que l'autorité aussi a dans la gestion de la décentralisation actuelle, en abondant un peu dans le même sens, pas forcément dans le même sens, mais en rejoignant le doyen lorsqu'il a ouvert la brèche de ce qui a été fait le jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Mais je me dis, après analyse, que ce qui a été fait, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale vient donner encore plus raison à M. Jean-Pierre Fabre. Si on analyse au fond ce qui s'est passé, c'est-à-dire quoi? Au début, M. Jean-Pierre Fabre et ses conseillers municipaux mettent en exergue, n'est-ce pas, un point de cette loi-là qui disait que l'adressage des rues est du ressort parce que ça fait partie comment ça, de leur pouvoir propre. C'est ce que dit intégralement la loi. On parle de pouvoir propre. Et entre autres pouvoirs propres, il y a adressage des rues. C'est bien écrit. C'est bien écrit, hein. Maintenant, après, l'autorité a dit non, il faut attendre un décret d'application. Donc ça, c'est l'autorité qui parle. Nous autres, on n'est pas trop calés dans le droit et tout. Nous, on attendait que justement, bien qu'on ne soit pas véritablement convaincu par l'argument de l'autorité, parce que c'est justement sur la base de cette loi qu'on a été à l'élection de 2019. Bien qu'il n'y ait pas ce décret d'application, on est quand même allé à l'élection. Mais tant mieux, nous on attendait que la prochaine étape serait donc le décret d'application qui interviendrait. Mais le jeudi passé, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que carrément on a biffé cette partie-là qui ne figurait plus, mais on a affecté cette compétence-là plutôt au DAGL, qui est le district autonome. Vous voyez, ça voudrait dire que ce qu'on disait, ce qu'on évoquait comme raison ne l'est véritablement pas. Sinon, la prochaine étape devrait être le décret. Mais on n'a plus parlé de ce décret. Qu'est-ce qu'on fait? On affecte cette compétence-là maintenant au district autonome. Ok, prenons acte de tout ça. Mais ça voudrait dire que dans ce Togo où on a deux catégories de communes. Des communes qui sont à Lomé, qui ne peuvent pas, qui sont sous l'égide du district, ne peuvent pas se prévaloir de ce droit d'adresser les rues. Pendant ce temps, les communes qui sont à l'intérieur du pays, elles autres, peuvent facilement le faire. Mais ça voudrait dire qu'on ne doit pas faire une loi selon la tête du client. La loi doit être unanime, uniforme pour toutes les communes. De poids de mesure. Exactement. C'est pour ça que je me dis l'autorité même est un peu en difficulté dans la conduite de ce processus. Et au-delà, ça repose encore un autre problème qu'on avait évoqué ici au début du processus. Pourquoi on a estimé qu'il était important de cisailler, n'est-ce pas, les communes, le Grand Lomé? C'était un débat qu'on avait fait. Quand vous prenez un peu les pays sur le continent, les pays qui ont eu une expérience assez poussée et avancée dans la décentralisation, on parlera du Sénégal, on parlera du Madagascar et même le Bénin à côté. Mais à Dakar, c'est une seule commune. Je crois, si je ne me trompe pas, au Madagascar c'est pareil. Mais pourquoi ici on a cisaillé pour en faire du Grand Lomé 13 communes? Parce que derrière, il faut le dire, il ne faut pas se cacher la face pour le dire, parce que on veut certes faire du développement, mais derrière, il y a aussi des visées politiques.
Parce que comme on le sait, surtout dans les capitales, le pouvoir en place est souvent en difficulté. Et donc je crois que c'était une sorte de garde-fou qu'on a instauré, n'est-ce pas, pour pouvoir ne pas perdre complètement le pied dans la capitale qu'est Lomé. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Les conséquences, on va dire, bilatérales, n'est-ce pas, de ce qu'on avait fait au préalable, mais qui nous rattrape tous aujourd'hui, que ce soit l'autorité, que ce soit les acteurs. Mais j'estime que ce que nous disons ici, ce n'est pas des critiques parce qu'il faut critiquer, mais nous estimons... C'est des points de vue que c'est des points de vue partant des constats. Qui peuvent servir de pistes de réflexion. Exactement, enfin, partant des constats réels qui peuvent amener l'autorité peut-être à mieux faire, à revoir ce qui est à revoir. D'accord. Et nous espérons alors de voir dans les prochains jours. Les régionales ont été annoncées pour 2023. On va voir ce qui va suivre à Bassa-Aïmoa. Pour améliorer ces genres de choses, parce que qu'on ne dise plus encore que on ne comprend pas ce que c'est que les régionales, c'est deux nouvelles élections. Oui. C'est toute une autre procédure que l'élection présidentielle, que les législatives et les communales. Aujourd'hui, on a défini une préfecture comme circonscription électorale. Est-ce que ça implique tout ça? Qu'est-ce que ça implique? Il faut former aussi les populations qui vont le faire. Pour dire que ça ne ressemble pas à l'élection, à l'élection des maires. Ça ne ressemble pas des députés. Ça ne ressemble pas à la présidence. C'est une autre forme. Donc c'est maintenant, si on ne veut pas tomber dans cette histoire, il faut former les gens. On parle de régionale mal comprise, qu'on commence par la formation et la sensibilisation des populations. Et là, on doit mettre les médias à contribution suffisamment. Parlons de la sécurité routière pour dire que nos routes ont encore bu beaucoup de sang cette semaine. Un terrible accident survenu le mardi 28 juin 2022 sur le pont de Bako dans la commune de Raro 3. À 7 km de Wawa, allant vers Gléi, a fait 13 morts, toutes des femmes et 15 blessés graves. Le bruit du drame est parvenu à certains journaux dont voici les plaintes. D'ores et déjà, le gouvernement s'activait sur des mesures en vue de réorganiser le secteur des transports. La revue lutte contre l'insécurité routière, acteurs et usagers appelés au sens de responsabilité. C'est un message et un appel lancé par le ministre des Transports au peuple togolais et relayé par le quotidien national Togo Presse. L'appel a été donc lancé quelques heures seulement avant la survenue d'un grave accident de circulation à Bako dans la préfecture de Ravo, comme on peut le lire dans Wara le vainqueur. Aussitôt, des nouvelles mesures sécuritaires ont été envisagées par les autorités, apprend-on du journal Le Canard Indépendant, qui fait allusion au communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a éclairé l'opinion sur donc les circonstances de l'accident. Selon Flambeau des démocrates, qui trouve qu'il faut dépasser l'émotion, il y a nécessité de redimensionner la sécurité routière. Alors, et je saute directement sur cette question. À qui la faute? Au conducteur, aux passagers, à l'État, à l'état de la route ou à quoi? Mais avant cette question, je voudrais bien que Mavlar nous dise un peu sur ce qu'il entend par redimensionner la sécurité routière. Oui, avant d'aborder le sujet, permettez que j'adresse toute ma compassion aux familles éplorées, familles endeuillées justement par ce drame qui, moi je l'estime, est un drame national. Oui. Parce que, vous voyez, des accidents de la route, on a toujours eu au Togo et on en aura toujours parce que c'est un fait sociétal
Et ça arrive, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive. Mais la particularité de l'accident de mardi dernier, c'est que ça a pris pour cible, on va dire, une catégorie sociale qui véritablement très importante dans la société togolaise, parce que c'est ces bonnes dames, ces braves dames qui supportent, on va dire, le secteur informel. Et au-delà de porter également leur famille, surtout en ces temps de vie chère, c'est également des bonnes dames qui, au péril même de leur vie, s'emploient pour que nos assiettes soient remplies au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ce drame nous a vraiment a endeuillé beaucoup de gens. Et c'était pour ça justement que on va dire, on était un peu meurtri de ne pas sentir l'autorité suprême, je veux dire le chef de l'État, quand ce drame a survenu, ne serait qu'un seul mot. Ne serait qu'un seul mot pour compatir. Je sais, les ministres l'ont fait, les députés en son nom. Mais vous savez, il y a certaines situations où les gens ont besoin d'entendre le chef de l'État. Ce n'est pas pour comparer, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un drame similaire, on va le dire, lorsque une maternité a pris feu à Dakar. Le chef de l'État sénégalais était en mission hors du pays à Addis Abeba. Mais très vite, il a écourté sa mission pour rentrer et régler. Ça a conduit même, c'est pas comment on le dit, il a sauté le ministre de la Santé de son poste, mais avant de rentrer même, il a eu à adresser un message de compassion aux parents, aux victimes et à tout le peuple sénégalais. C'est ce genre d'action que je veux voir chez mon président de la République. Il le fait bien pour s'adresser à la nation, il a le charisme, il a le verbe. Quand il veut parler, il le fait bien. Mais tu sais, par moment, les populations ont envie de sentir la présence du patron. Voyez-vous? Mais je ne sais pas, parfois on entend même certains ministres dire le patron ne parle pas, mais ce n'est pas en réalité une qualité d'un bon leader. Un bon leader, c'est de prendre la parole s'il faut 2 fois par jour. Je ne dis pas que M. Fona Sibé peut s'adresser à la nation 2 fois par jour, mais il y a des moments où vraiment, et voilà, c'est une manière de dire, il y a des moments où il faut absolument prendre la parole. Mais il fait confiance à ces ministres. Non, je sais, mais ça, c'est le... Vous savez, c'est le papa de tous les Togolais. C'est le papa. Et quand il y a certains, quand on dit le chef de l'État s'est prononcé sur un sujet donné, ne serait-ce que du soulagement, ça apporte aux victimes. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai été un peu, on va dire, attristé par ce mutisme de la part du chef de l'État, même si ces ministres l'ont fait. Ça, c'est une parenthèse. Je présume que pour les prochaines fois, à d'autres occasions, je ne souhaite pas qu'il y ait des accidents, mais à d'autres occasions... disait à quelqu'un, vous n'étiez pas à l'enterrement de mon frère. Non, ne vous en faites pas. Au prochain, je vais... Non, c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément avoir d'autres événements qui nécessitent l'intervention du PS, c'est ce que je voulais dire. Mais vraiment, cette parenthèse, parlons justement du redimensionnement de la sécurité routière. Nous nous disons, oui, il faut aller au-delà de l'émotion, parce que angoisse, pleurs, gémissements, tout ça, on en a eu, comme je viens de le dire, ça endeuille tout le peuple togolais. Mais on ne va pas dormir sur nos lauriers, posons-nous les vrais débats, répondons aux vraies questions et après on aura les vraies solutions. Et nous disons, entre autres réponses, c'est le redimensionnement de la sécurité routière. Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? C'est en partie ce qu'a fait justement le vendredi, je crois, le ministre en charge des transports, en réunissant tous les acteurs syndicaux et tous les conducteurs. Et nous disons que ça ne doit pas s'arrêter uniquement qu'à ces 2 acteurs, ces 2 catégories. Il faut l'étendre, n'est-ce pas, au secteur institutionnel, que ce soit la DSR, les forces éléments, les forces de défense et de sécurité, tous ceux qui interviennent dans la politique sécuritaire du pays, dans la prévention routière du pays, il faut les associer, n'est-ce pas, pour redéfinir d'autres approches
d'autres paradigmes pour éviter au mieux, n'est-ce pas, que ces cas-là se reproduisent et qu'on soit là au même moment, peut-être à chaque fois, à pleurer nos morts, mais juste après, c'est la même routine. On fait le constat, mais on ne dénonce pas, on agit peut-être par complicité, par faiblesse, par largesse, et la conséquence, je dirais, c'est que régulièrement, nos routes tuent, on pleure, mais rebelote. C'est pour ça que nous disons qu'il faut redimensionner la sécurité routière parce que partant du cas intéressant qu'est la politique nationale du port de casque, quand le gouvernement s'y est mis avec tous les moyens qu'il faut, je présume que tous les Togolais se sont conformés. Aujourd'hui, si toi, tu es usager de la route, tu as moto, tu veux sortir de ta maison et tu n'as pas pris le casque, toi-même tu sais que tu n'es pas à l'aise, tu enfreins à une loi. Il faut qu'on arrive à administrer cette notion de sécurité routière à tous les usagers de la route pour qu'ils sentent que soit je suis chauffeur, soit je suis passager, soit je suis un agent, un fonctionnaire de l'État en service à la DSR ou en service au niveau du ministère de la Protection civile et de la Sécurité ou encore en service au ministère de la Défense. Je dois jouer pleinement ma partition pour qu'on ne pleure pas tout le temps nos morts. Abbas, on parle de 13 morts et d'une quinzaine de blessés. Ça fait calcul mentalement 28 personnes à bord d'un bus. On se demande quelle était la capacité d'accueil de ce bus. Et là, ça pose un autre problème. Oui, ça pose un autre problème. Avant de commencer, il faut s'incliner devant la mort. La mémoire de ces femmes disparues et souhaiter un propre établissement aux blessés. Et pour information, nous avons eu dire que le chef de l'État a pris en charge les soins des blessés et également par rapport aux funérailles, les obsèques. Donc peut-être que le chef de l'État n'a pas parlé, mais il a agi. D'accord. Et sur cette question, je pense que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée au niveau des conducteurs, au niveau des femmes qui ont pris ce véhicule, et au niveau du contrôle des forces de sécurité, contrôle routier. Parce qu'on ne peut pas comprendre, même si on est pressé n'importe comment, parce qu'on nous a dit que c'est un bus qui a une capacité de 18 places, qui a pris jusqu'à 31 personnes. Ce qui veut dire que c'est exagérément dépassé. C'est le double même de ce que... le double, hein? C'est le double. Pratiquement le double de ce qu'il doit prendre. Et en plus, c'est tellement des bagages. Oui, il y a des bagages. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est la responsabilité du chauffeur là. J'ai vu que tu fais un voyage et tu veux en même temps maximiser le coût. Par rapport aussi à la responsabilité des femmes qui sont rentrées dans ce véhicule. Des passagers, il fallait dire que le bus ne prend que 18 places. Même s'il prend 2 personnes de plus, c'est pas grave. Mais aller jusqu'au-delà. Et vous acceptez vous montez. Personnes de plus, même c'est grave. C'est grave. Bon, ça, c'est grave. Et mettre encore les bagages. Quand le frein lâche, ou le pneu s'éclate, c'est très difficile d'immobiliser le véhicule. Surtout que parfois on cherche le frein. On cherche là où le vieux frein sous les pieds des passagers. Donc tout ceci là, je pense que les responsabilités sont engagées au niveau du contrôle routier. Est-ce qu'on peut dire que le véhicule qui a quitté Vauban, traverser Tablego, arriver à Tchévier, continuer jusqu'à Mouchen, il n'y a pas eu de contrôle routier, il n'y a pas eu aucun policier pour dire mais vous avez fait surcharge, et ils ont continué comme ça jusqu'à l'heure où la fatalité est arrivée. Quand les gens parlent de ça, je pense que il faudrait qu'on prenne conscience de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous cherchons? On est venu, on cherche l'argent, mais on veut maximiser. Et la maximisation conduit à de telles genres de choses. Parce que le chauffeur, certainement qu'il était en vitesse, avec ce poids, cette surcharge qu'il a faite,
il veut aller récupérer encore d'autres choses. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'imprudence. Oui. Et c'est de la fatalité. C'est de la fatalité. On dit que la mort n'est pas fatale, mais cette mort est fatale. Cette mort est fatale. Quand les gens parlent beaucoup de ça, c'est parce que c'est comme ça. Le même jour, il y avait aussi un accident. Oui. Au niveau de 3 cas là-bas. Oui. Sur le boulevard Réadément. Sur le boulevard Réadément. Donc, aujourd'hui, nous devons appeler les uns les autres à leur responsabilité. Et c'est ce que le ministre a fait. Et comme le Conseil des ministres avait dit qu'il faut réorganiser le transport en prenant un projet de loi sur cette question. Sur cette question, il faut aussi encourager le gouvernement à aller dans ce sens et continuer les sensibilisations par rapport à surtout ce que le ministre des Transports a fait et le ministre Yac. Et également, ça doit se faire au niveau des localités là où on voit plusieurs femmes monter dans des voitures comme ça. Quand tu arrives à TV même, on les descend totalement. Vous descendez, parce que vous dites que le chauffeur, c'est pas normal que ça se passe ainsi. C'est des vies humaines que vous allez vous transporter. Et c'est des familles en difficulté. Et des familles, maintenant, vous avez que toutes les familles sont restées là. Les enfants, les maris, les gens qui sont allés pour chercher quelque chose pour amener à la maison à manger. C'est triste, hein? Disparaissent comme ça dans la nature. Très, très, très triste. Justement, vous savez, le doyen, il a abordé beaucoup d'aspects. Mais ce que je voulais apporter aussi, c'est que auparavant, on se disait la rue tue au Togo, parce que mettant justement en cause l'état défectueux de nos routes. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître que le gouvernement fait de son mieux. Oui. On a du léger mieux en ce qui concerne nos routes. L'état de nos routes. Et quand on parle justement de cette route Vaughan jusqu'à Tablibo, venant à Montien, c'est une route bien bâtie, parfaite. Oui. Ça voudra dire que la réelle cause, comme on le dit, en cas de tout accident, il y a des causes humaines et des causes techniques. Mais ici, on dira beaucoup plus causes humaines. Oui. Parce qu'il a parlé du chauffeur qui n'a pas peut-être pris soin de vérifier l'état de son engin, de ses pneus et tout. Il allait, excès de vitesse rentrant dedans, le malheur intervient, difficulté de vouloir maîtriser son engin. Malheureusement, il y a eu 13 morts. De deux, c'est au niveau des passagers. Je crois que nous avons même titré notre éditorial La route de la Providence. Oui. Parce que, qu'est-ce que nous constatons? Souvent, nous-mêmes, en tant que passagers, nous nous rendons complices de cette situation. C'est-à-dire que vous voulez faire un trajet Lomé-Anéron, vous interceptez un taxi. Peut-être vous avez constaté que le taxi il est plein et vous avez décidé de ne pas rentrer. C'est les passagers même à bord du taxi qui vous disent non tonton, non tata, viens, on va arriver sous peu, au Minado Zandéa, comme on le dit chez nous. C'est pour dire que Dieu va nous conduire petitement, on va y arriver. Donc elles essaient ou ils essaient de vous convaincre de venir t'ajouter à eux, faisant du surcharge pour arriver à destination. Très souvent on arrive, et ça c'est avec l'aide de Dieu, pas la grâce de Dieu. Mais souvent, c'est des facteurs accidentogènes. Donc je me dis, il faudrait que nous-mêmes, en tant que passagers, on arrive à prendre conscience de l'enjeu, de la gravité des actes que nous posons. Si toi, tu vois que soit l'état de la voiture n'est pas encourageant, n'est pas bon, ne rentre pas parce que c'est ta vie qui est en danger. Si tu vois que il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et que tu n'es pas en sécurité, ne rentre pas. Mais sinon tu vas là-bas, le reste, toi tu meurs, mais tu laisses derrière peut-être une veuve ou un veuf ou des orphelins. Et c'est ça le drame. Donc ça c'est ce qui est au niveau des passagers. Maintenant au niveau, enfin côté institutionnel, on parlait tantôt de la DSR. On ne peut pas comprendre que de Vaughan jusqu'à Ouahala, qu'il n'y ait pas un seul policier qui puisse intercepter ce véhicule. Mais je présume qu'il y en a eu. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu, mais on sait comment ça se passe. Au lieu de faire leur job, les gens se contentent de faire des échanges.
je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ce qui conduit à de ces genres de fatalités. Il faut absolument que chacun joue pleinement sa partition. Mais pour finir, je veux parler au niveau de l'exécutif, de la machine gouvernementale du Togo. Vous savez, le bus en question, on l'appelle bus par extrapolation, mais en réalité c'est un cargo. C'est un cargo. C'est un cargo, c'est pas un bus. C'est un cargo. Il devait être garé. Mais d'après ceux qui ont été sur le terrain, ils ont dit que la série en question, c'est l'une des dernières séries. C'est l'une des dernières séries. Mais quand vous voyez même à l'œil nu l'état du cargo, c'est un vieillot. Voyez-vous, ça voudra dire que le parking automobile au niveau du port autonome de Lomé, ça pose problème. Dès lors, il ne faudrait pas que l'exécutif ou les autorités admettent que des cargos qui sont des tombeaux roulants puissent arriver au pays ici. Pour nous, hein? Ah oui, il faut absolument qu'on veille au grain, que des voitures qui viennent au port autonome de Lomé ne soient pas des tombeaux roulants. Parce que des gens en ont besoin. Mais les gens ne vont pas prendre leur argent, peut-être par trop de calcul ou par ignorance, paient de leur poche des cargos qui vont les tuer 2 jours après. Il y a encore des cercueils. Donc, je crois que cet aspect aussi est très important. Que l'autorité veille au grain, que les voitures qui viennent au port de Lomé, on sait que c'est généralement des voitures qui sont déjà utilisées là-bas qui viennent, mais il faut absolument mettre des critères pour que n'importe quelle voiture, quel véhicule n'arrive pas à notre port. C'était très important cette précision et j'espère que l'autorité la prendra en compte pour en faire avec. Malheureusement, le temps que nous a imparti est terminé alors que nous avions encore 2 chapitres à égrener, mais on va juste faire un clin d'œil à celui-ci. Cela fera 1 an jour pour jour, le 6 juillet prochain, que le Togo déclenchait sa marche industrielle par l'entreprise de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. 1 an après, Focus Info s'en souvient et compte les réalisations en précisant que une usine textile est prête à démarrer. L'industrie du bois qui tourne déjà, 300 conteneurs ont déjà transité par le port sec d'Adeti Copé, plus de 2000 emplois créés, pour ne citer que ça. Le tout à découvrir à la page 6 et à la page 7. Malheureusement, juste 30 secondes pour donner votre avis sur cette plateforme industrielle d'Adeti Copé qui aura 1 an, le 6 juillet prochain. Elle a déjà eu, c'est le 6 juin plutôt, le 6 juin, 2021, voilà, que le chef de l'État a procédé à l'inauguration. Ça fait juste 1 an. Ça fait juste 1 an. Je crois que c'est une bonne chose parce que vous savez, ce qui manque souvent à l'Afrique, c'est la transformation. C'est la transformation parce qu'on se plaint souvent, on a la matière première, on a les ressources qu'il faut ici sur le continent, mais on est toujours à l'arrière-plan. On est toujours derrière avec notre politique de main tendue. Tout semble dire que nous avons le soleil, on a tout ce qu'il faut, l'uranium, l'or, le pétrole, tout, mais c'est nous qui commandons encore. Ce n'est pas normal. Et les autres viennent profiter. Et les autres viennent pour profiter. Et leur force à eux, c'est qu'ils ont l'outil qu'il faut pour procéder à la transformation. Du coup, le paysan qui est à Koumambala, là-bas, chez mes oncles maternels, à qui je dis bonjour au passage, le paysan qui produit du café, qui le vend, ne sait plus ce que devient son café. Parce que lui n'a rien à foutre avec le thé ou le Nescafé. Voyez-vous? Et ça revient manufacturé à un prix très exorbitant. Voyez-vous? Or, à la base, si en effet, depuis 60 ans qu'on est indépendant, si on négociait plutôt avec nous, parce que c'est nos partenaires, si on négociait avec eux pour que petit à petit on ait plutôt d'implantation, d'industrie et transformatrice chez nous ici, je crois qu'on ferait un grand pas depuis lors. On ne serait plus là à se plaindre. Du coup, la PIA d'Adeti Copé, c'est vraiment un bon départ pour le Togo parce que quand on me dit que du champ du cotonculteur
sortira, n'est-ce pas, l'habit ou le t-shirt à Adéticopé ici. Je crois qu'il faut le faire pour un Togo qui se veut émergent, un Togo ambitieux. Merci Abbas, votre point de vue, 30 secondes pour nous dire ce que vous avez pu retenir d'un an de Adéticopé. C'est bien que c'est installé parce que j'ai vu qu'il y a des entreprises qui s'installent là-bas et ce n'est pas encore fini. Le problème, c'est le transfert de compétences et le système éducatif que nous avons hérité. C'est ça qui nous programme. Le programme d'éducation, parce que les gens croient que quand j'ai fini le corps, j'ai fini l'université, c'est pour aller rester en cravate dans un bureau quelque part. Alors que ce n'est pas ça. Et c'est ça qui fait que les gens crient aujourd'hui qu'il y a le chômage, Or, nous avons beaucoup de choses à faire, des petites choses. C'est pour cela que je salue l'initiative qui est de créer les IFAD dans toutes les localités pour former les gens à la pratique, à la pêche, à l'agriculture, à l'artisanat, tout ça là. Donc, en pisciculture. Donc tout ça là, ça va permettre aussi à la PIA de fonctionner correctement. Et de regorger, c'est ça le problème. Il faut qu'on change notre système éducatif complètement et qu'on mette dans la tête des gens que je ne vais pas à l'école pour rester dans le bureau, mais il faut être d'ailleurs, avec Togo, on compte 15 000 fonctionnaires, il n'y a pas assez de place dans la fonction publique. Merci Abbas Issaka, merci Maglar, Teko Kendi. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers invités. Je vous souhaite un glorieux retour chez vous. Coucou à tous les correcteurs. Avant eux, bien de choses. Surtout, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné dans la réalisation de ce numéro. Ibrahim Achi au cadrage et Quentin Bidola à la mise en orbite. Coucou à tous les correcteurs du baccalauréat deuxième partie qui souffrent le martyre des copies des candidats depuis mardi dernier et qui vont le subir encore la semaine de demain. Courage à eux car on sait ce qu'ils endurent dans les copies de ces candidats qui parfois donnent de la nausée. Clin d'œil à mon jeune frère Modeste Mabalo, c'est depuis Atapamé, ainsi qu'à Marie-Thérèse Kouméalou, une ancienne consoeur depuis Radio Cosmos à Soutou-Bois. La pensée du jour nous vient de Épictète et dit, je cite, « Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu prospéreras toujours. » Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu prospéreras toujours. C'est de Épictète. Bonne méditation. À dimanche prochain. Ciao, ciao.